Mais qu'est-ce qu'il a encore fait, ce foufou de haut bordel? J'ai encore acheté une caisse pour en faire un délit. Je sais qu'il y en a plein qui vont me prendre pour un fou, parce que c'est des caisses qui ont une très mauvaise réputation au niveau hydraulique. Niveau moteur, certaines. Niveau électronique, c'est sûr. Elle, niveau moteur, ça va aller. 2 litres TCT. Il n'y en a plus beaucoup. Et si je l'ai acheté, c'est qu'elle était vraiment pas chère. Je l'ai eu pour 1000 euros. 1000 euros, roulante. Je l'ai ramenée en roulant. Je suis allé la chercher dans l'Allier, dans la ville de Moulins. C'est à 4h30 de chez moi. J'ai mis 5h30 pour monter avec le Trailblazer, avec les bouchons, tout ça. J'ai pété un plein. Je suis arrivé à 22h là-bas et quand je suis arrivé, le propriétaire m'a dit que les phares, enfin non, il m'a pas dit, on l'a découvert, les phares ne fonctionnaient plus. 22h. Autre surprise, la vitre côté conducteur ne descend plus et la clim n'est pas rechargée. Parce que oui, il y a la clim dessus. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Les pneus arrière étaient complètement morts, c'est pour ça que j'ai acheté le matin même avant d'aller la chercher 2 jantes avec 2 pneus qui ne sont pas les siennes du coup, mais ça m'a suffi pour descendre. Et je suis resté collé au Trailblazer tout le long de la descente, en plein phare. Ça commence bien. Mais pour descendre, j'ai même pas consommé la moitié du réservoir. Alors pour beaucoup, ça va être des voitures qui ont tendance à beaucoup consommer, mais quand vous roulez avec une CLK en V8 tous les jours, rien à voir. La CLK me coûte 500 € d'essence par mois et je ne peux pas la passer à l'éthanol à moins de tout modifier, injecteur, pompe, etc. Et tout compris, les modifications pour la passer à l'éthanol, me coûtait le prix de cette voiture. Donc on va pas faire 400 épisodes sur cette voiture parce que ça reste mon délit. Je vais pas faire énormément de choses esthétiques parce que vous le savez, en France on peut pas avoir un véhicule au quotidien très joli sans se faire rayer sur un parking de magasin ou alors se faire cabosser, j'en sais rien. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur et vous allez voir que ça c'est neuf. Donc voilà ma XM 2 litres TCT. Donc premier défaut, comme vous le voyez, cette pièce là qui coûte une blinde, des rayures, mais comme je vous ai dit, je m'en fous. Ici, du coup, nous avons le fameux logo Turbo CT. Et les gros défauts de carrosserie, pour commencer, ça va être ça. Voilà. Elle a frotté, il manque un petit morceau là de la baguette. L'aile arrière aussi est un peu enfoncée. Mais en soi, c'est pas énorme. Et si un jour je décide de le réparer, ça sera pas non plus la mort à faire. À l'arrière, j'ai pas les enjoliveurs que j'ai à l'avant parce que c'est dans le coffre. Et j'ai acheté, comme je vous ai dit, des jantes avec des pneus en bon état pour pouvoir la descendre. L'intérieur. Voilà l'état de l'intérieur, qui est franchement nickel. C'est des canapés. Vous voyez, on va pas s'attarder non plus 100 ans sur ça, mais voilà l'état. Il y a encore mon gobelet de l'autoroute, mais un petit trou sur les tapis. Mais heureusement, je connais une société en France qui fait des tapis sur mesure et je me gênerai pas d'en faire pour cette voiture qui va devenir mon délit. Je sais pas si on verra bien, mais le volant n'est même pas craquelé. Vous savez, sur ces modèles-là, j'ai eu une Xara il y a une époque avec le même volant. Et ici, quand vous preniez le volant dans les mains, il y avait plein de trucs noirs qui restaient sur vos mains. Lui, il est nickel et ça, je suis très content. Les plastiques, pareil. L'intérieur est top. Tout est fonctionnel. Hop. Voilà. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Le bois, là, enfin l'effet bois et pas fissuré, rien du tout. Ça, évidemment, comme toutes, je pense. Ici, il me manque le petit capot pour taper le code, que je retrouverai facilement. Les 2 petits écrans ici ne fonctionnent plus. Enfin, si, ils fonctionnent, mais ils affichent n'importe quoi. L'écran de la radio ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, je compte pas garder la radio d'origine. Peut-être pour une voiture que je compterais vendre, je l'aurais laissée, mais vu que ça va devenir mon délit, je préfère mettre une radio sympa, parce que le son, comme vous le savez, est très important pour moi dans une voiture. C'est un modèle, comme je vous ai dit, qui a la clim. Le compresseur de la clim s'active quand on appuie sur le bouton de clim, mais je pense qu'il n'y a plus de gaz et dans tous les cas, il y a pas mal de pièces rouillées, vous verrez sous le capot, dont des pièces de clim que je compte changer. Mais à part ça, tout va bien et depuis que je l'ai ramené, la vitre s'est remise à fonctionner par magie. Donc c'est incroyable. Hop. Elle démarre évidemment au quart de tour. C'est pour ça que j'ai pu rentrer avec en roulant. Et là, vu qu'elle est sur le pont, je vais en profiter pour la mettre sur la position haute. Donc je vais la laisser se lever tranquillement et on va ouvrir le capot et je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. La partie hydraulique a bien sûr des problèmes et je pense que vous l'entendez. Ça claque, voilà. Donc
c'était évident que j'allais pas acheter une voiture sans problème, surtout à 1000 euros. Mais en premier temps, ça va être la distribution, pompe à eau, etc. Parce que la distribution a 13 ans. Voilà. Cette vidéo sera sponsorisée tout le long par la marque WD-40. Donc, j'ai pas envie de faire un placement comme je fais d'habitude. Je vais utiliser beaucoup de leurs produits dans cet épisode. Et au moment où j'utiliserai les produits, je vous expliquerai pourquoi je les utilise à ce moment-là et pourquoi ils sont efficaces. Et je pense que j'aurai pas besoin de m'attarder trop longtemps sur l'efficacité des produits WD-40 parce que qui ne connaît pas WD-40, qui n'en a pas. Enfin bref. Voilà la bestiole. Le fameux 2 litres TCT qu'on a souvent comparé au moteur que j'ai fait dans mon slipper de guerre, mais il n'a rien à voir. Ça reste un moteur PSA, etc. Mais voilà, ce n'est pas ce que j'ai choisi pour la 205 car c'est la solution de facilité, on va dire. Et d'ailleurs, ces voitures sont rares aujourd'hui parce que beaucoup de ces moteurs ont terminé dans des swaps de 205, dans des swaps de n'importe quelle autre caisse pour souffler très fort avec un turbo. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez sur le Bon Coin ou quoi, il y en a très peu en vente et c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Ah, j'avais oublié de vous montrer ce défaut aussi, que je vais rapidement régler d'ailleurs. Enfin bon, aujourd'hui, je vais découvrir la voiture. J'ai commandé le livre spécial où il parle de l'hydraulique, il parle de tout ce qui concerne cette voiture. Je ne me rappelle plus du nom du livre, mais je vous le mets à l'écran si ça vous intéresse. Je l'ai commandé pour 18 balles, je crois, un truc comme ça. Et ça m'aidera à apprendre tout ce système. À savoir que j'ai déjà eu une C5 à l'époque, c'était presque la même chose, mais beaucoup plus complexe à mon avis au niveau de la C5, des trucs électroniques, etc. Je vais commencer à démonter petit à petit pour espérer ce soir pouvoir rentrer à la maison avec une distribution neuve. Il y a aussi des problèmes électroniques, des problèmes de phare, comme je vous avais dit avant, qu'on va essayer de régler rapidement avec les produits WD-40, nettoyant contact, etc. Parce que je pense sincèrement que c'est juste des trucs oxydés. J'ai remarqué à plusieurs endroits que des fils étaient apparents, comme là, voilà. Et ça ressemble énormément à des rongeurs qui auraient mangé du faisceau à des endroits différents. Et à mon avis, on va trouver beaucoup de problèmes liés à ça. C'est parti pour le démontage. Dans quelle position il faut que je la mette quand elle est levée? Commençons par la partie que je préfère, la découverte. J'adore quand je récupère une voiture, commencer à démonter tout ça. Comme je vous dis, je n'ai pas encore reçu la revue technique, donc pour l'instant c'est de la pure découverte et je ne ferai rien sur l'hydraulique tant que je n'ai pas lu le livre, la Bible de l'hydraulique. Mais on va déjà profiter de faire les choses que je sais faire. Ok, alors, est-ce que ça vient ça? Ah oui, ça fait tomber toute la... Ah ouais, d'accord. Ça fait tout tomber en fait, tout le masque avant, là. Ok. Il y en a un manquant là-bas. Là, je vois qu'il y a une prise qui est débranchée. Ça doit être l'anti-brouillard, je suppose. Sûrement. Putain. Donc on a le frein à main à l'avant. Ah, un soufflet de cardan HS. Je noterai au fur et à mesure tout ce qu'il faut commander. Et on fera ce qu'il faut pour que cette voiture soit vraiment bien. Dans l'ensemble, ça me paraît assez propre quand même. Je vois pas de rouille particulière ou quoi. Rien de bien alarmant, en tout cas à première vue. Voilà les quelques points de rouille que je vous disais. C'est la rouille de surface, rien de foufou. Je pourrais traiter ça facilement. Et là, je peux enlever la vis qui est ici pour retirer un côté du pare-choc. Et voilà le soufflet de cardan qui a éclaté, il y en a partout. J'ai vu récemment là que Smile Like Gasoline a eu le même modèle à quelques détails près. Et je crois qu'il a eu un problème de cardan aussi, qui avait de la graisse partout. Donc j'ai l'impression que soit c'est une maladie, soit on n'a pas eu de chance tous les deux. En tout cas, je m'en occuperai. Je vais continuer à démonter le pare-choc pour essayer de le tomber complet, sans faire de conneries. Et je pense qu'on y verra plus clair. Je crois que c'est le bon moment pour utiliser un des premiers produits que je vais vous présenter de WD-40, le super dégrippant. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le présenter. Tous les mécanos longs, voilà. Super dégrippant pour moi, c'est la référence pour les vis qui sont grippées ou bloquées, rouillées, etc. Alors si c'est vraiment complètement rouillé, ça peut aider. Bien sûr, des fois, c'est pas suffisant. Hein. Des fois, il faut faire chauffer, etc. Mais en tout cas, pour faciliter le démontage des pièces, c'est vraiment, pour moi, un des indispensables à avoir dans son stock d'outils, de produits, etc. Et ça m'arrange de vous parler de ce genre de produits parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram, dans les commentaires des fois aussi, de gens qui me demandent quel produit j'utilise pour ci, pour ça. Et ben là, on tombe en plein dedans et ça me fait plaisir d'ailleurs de travailler avec WD-40 parce que c'est un honneur pour moi
vu le nombre de produits que j'ai pu acheter chez eux, et vu le nombre de fois aussi où leurs produits m'ont sauvé ma journée. Voilà. Ok. Plus costaud celui-là. Ok. Ça a l'air tellement fragile. Ouais, je ne l'ai pas cassé. Ce truc-là, ça vaut littéralement une blinde. Voilà, je l'ai trouvé à 450 €, à 180 € les deux sur des sites différents. Et celle-là est pas belle. L'autre n'est pas belle non plus. Que des bonnes nouvelles pour commencer. Mais c'est pas grave, je l'ai choisi. Et sincèrement, aujourd'hui, cette voiture, elle commence à être rare avec ce moteur. Donc même avec ces problèmes, je suis très content de mon achat. Donc lui, évidemment, il est pété. Oh, mais il y a encore la fixation. Je vais peut-être pouvoir le sauver, lui. Je pensais qu'il n'y avait plus de fixation, rien du tout. Je vais peut-être pouvoir le sauver, lui. C'est juste là que c'est cassé. Si j'arrive à le consolider, autant j'aurais même pas besoin d'en racheter. Et dans la logique, là, je devrais pouvoir retirer exactement cette pièce-là que j'aimerais bien trouver aussi en meilleur état. Et si je la trouve pas, je la réparerai, je la ferai repeindre. Ouais, elle est quand même pas belle, hein. Là, c'est cassé. Là, c'est pété, ça a été réparé et il manque un morceau du logo. Donc, si jamais chez vous, vous avez ce genre de pièces en stock, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'achète. Ou alors, si vous connaissez quelqu'un ou quoi qui a une voiture, je sens que ça va être une galère. Et je me suis demandé si ça serait pas intéressant de mettre la face avant d'une phase 1, mais apparemment, il n'y a pas les mêmes peintures sur les phases 1. Donc, je peux pas. Le klaxon, il tient avec cette vis aussi. Ok, tout simplement. Ok. Vu que je compte faire la pompe à eau en même temps que la distrie, je vais en profiter pour vidanger tout le système d'eau. En ayant tout démonté comme ça sera beaucoup plus simple à mon avis. Là, je vois qu'il y a des fils coupés. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ah, c'est le capteur pour la fermeture du capot, je pense, ici, là. Donc là, c'est coupé de ce côté. On sait pas pourquoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à reprendre, hein. J'ai directement préféré faire péter les rivets parce qu'il y a tout qui est... Enfin, je vous montrerai de plus près, il n'y a rien qui va au niveau des câbles et tout, il faut tout reprendre. Donc, quitte à tout reprendre, autant refaire un truc propre avec des rivets neufs, tout ça. Et là, normalement, on va pouvoir faire tomber cette grosse pièce, le ventilateur, mais il a l'air fixé encore en bas. Et franchement, pour l'instant, ça se fait bien. Je suis content. Non, 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 non. Commence pas les bêtises. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ta race maudite. Je viens de m'essuyer le front. Il y a 30 secondes en arrière, je disais, ça se passe très bien. Bon, j'abuse un peu, c'est pas grave. Mais c'est le petit genre de truc qui, si ça s'accumule trop, ça peut vite rendre faux. Je l'aime beaucoup, ce petit tabouret.
Là, on est bien. Il n'y a plus de rouille. Terminé. Surtout qu'à la base, avant d'attaquer, je me suis dit, je vais faire juste la distri, etc. pour pouvoir la rouler rapidement. Je pouvais pas laisser la rouille partout, je pouvais pas... impossible. Je suis très content parce qu'il n'y a pas énormément de rouille au final, elle est assez saine. Cette partie qui était très rouillée, là, je l'ai complètement nettoyée, je l'ai aspirée, etc. Je l'ai dégraissée avec un produit WD-40, je vais vous le montrer. J'ai nettoyé toute cette partie dégraissée avec celui-là, dégraissant multi-usage, efficacité immédiate, et ça a très très bien fonctionné. Mais voilà, ça c'est vraiment pour les pièces qui sont très très encrassées. Quand vous n'avez pas le temps, vous passez un coup, tout ça, ça enlève tout, vraiment très efficace. Par contre, et ça c'est un conseil que je vous donne, ce produit-là, ici là, celui-là là, de la gamme spécialiste dégraissant professionnel, il va être plus adapté aux pièces plus fragiles, comme les pièces en aluminium, etc. Comme ils disent dessus, action rapide et efficace, compatible multisurface, dont l'aluminium, prêt à l'emploi ou diluable. Donc vous avez toutes les infos dessus, etc. Ça, moi perso, je le garde plus pour les pièces style plénum, culasse, etc. Les pièces qui sont en alu, qui sont un peu piquées, tout ça, ou qui sont tout simplement grasses. Pour les pièces en métal où on s'en fout un petit peu, celui-là est très très efficace. Bien sûr, tout ce que je vous dis sur les produits là, vous pouvez retrouver tout dans la description si ça vous intéresse. Il y aura toutes les explications bien mieux formulées que les miennes, qui sont souvent très hasardeuses. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et j'espère que ce soir je pourrai rentrer avec en roulant. Je vais utiliser d'autres produits de la gamme spécialiste. Vous verrez, surtout pour nettoyer en contact, etc. Tout ce qui est graissage, on aura le temps de voir tout ça dans cette vidéo. Et comme je vous ai dit, ça me fait plaisir de vous parler de ces produits puisque c'est vrai que je ne pense pas forcément à parler des produits que j'utilise dans mes vidéos. Comme vous le remarquez, j'ai installé ce truc-là pour éviter en fait de mettre la chèvre. J'ai mis ce support et je vais faire la distribution, malheureusement. Ça va être très compliqué de vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer quand j'enlève le support moteur, quand j'enlève 2-3 trucs, la poulie d'ampère, etc. Là où c'est contre la voiture, je pourrais pas vous montrer. J'ai fait des vidéos sur le slipper de guerre où je cale la distribution, etc. C'est assez similaire. Donc je vais skipper ça, on va dire, surtout quand je vais passer la nouvelle courroie, la tendre, etc. Mais vous allez voir tout le reste et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai commencer à tout remonter pour la rouler en délit. C'était le but. Donc là, il va falloir que je vienne retirer ce support moteur ici. Donc il y a 2 vis ici, tac, tac. Et après, il faudra que je vienne enlever derrière tout le merdier pour pouvoir avoir accès à la courroie qui est juste derrière. Et on enlèvera aussi la courroie accessoire que j'ai bien sûr achetée en neuf. Ok. Et on en a encore une derrière ici à retirer. Voilà. Clac, on y voit mieux. Là, ça m'a libéré l'accès du coup au cache de la courroie ici. Avant, bien sûr, il faudra que je retire la courroie accessoire. Hop, les durées d'essence, je peux les mettre de côté. Donc la poulie d'ampère que j'ai commandée, je vais la recevoir cet après-midi à 15 h. J'espère qu'elle n'est pas trop serrée. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah d'accord. Bon bah écoutez, je suis content parce que je vais pas en chier, mais par contre c'est pas normal qu'elle soit aussi peu serrée. Maintenant il faut que je fasse basculer ce truc là, ce qui est le tendeur de courroie accessoire, pour venir sortir ma courroie, virer ma dampeur, pouvoir enlever mon plastique derrière et faire ma distri tranquillement. Évidemment c'était ultra relou à filmer, donc je vous ai fait quelques images avec mon téléphone. Et comme vous allez le voir, je me suis régalé. J'ai retiré l'ancienne pompe à eau. Il restait encore énormément d'eau, donc voilà, comme d'hab, hasardeux mais fonctionnel, j'en ai foutu partout. Et j'avais bien les boules. Ensuite, je me suis occupé de nettoyer le plan de joint comme d'habitude, tout proprement avec du Scotch Brite, la pompe à eau neuve. Voilà, je remonte tout, tout est nickel, bien calé. Ça se fait plutôt bien, c'est un moteur que je connais déjà. Et bien sûr, la poulie d'ampère neuve. Ne me dis pas que j'ai mal calé la distri. Ne me dis pas que j'ai mal calé la distri, là. Pardon? Je suis un débile. Il y avait la vitesse.
Je préfère. J'ai passé beaucoup de détails parce que c'est une voiture que je vais me servir de délit. Si elle reste 100 ans sur le pont, je ne fais pas d'économie sur la route. Donc première étape, entretien du moteur fait. Le plus important, c'était la courroie de distribution qui menaçait de casser, etc. Et là maintenant qu'elle tourne, je vais commander les filtres, les machins, les trucs, les ci, les ça, et on va faire tout le reste. Mais en attendant, il faut que je reprenne le slipper parce que cette vidéo, je la commence au début du mois et elle sort à la fin du mois. A plus tard. Là, vous êtes en train de vous dire, bah c'est bon, il a réglé le problème, c'est fini. Courroie de distribution, accessoires, pompe à eau, etc. Ça s'est bien fait. Je suis parti le soir même avec la voiture. J'ai fait même pas 2 km avant de me rendre compte que la voiture chauffait. Donc ça chauffait, je comprends pas ce qui se passe. Je la ramène, c'était tard, donc j'ai dit je verrai demain. Je prends la CLK, je rentre à la maison. J'arrive pas à dormir parce que ça me... Pourquoi ça fonctionnait avant, ça fonctionne plus maintenant. Les gens qui me suivent sur Instagram savent déjà de quoi je vais parler parce que vous l'avez vécu en direct sur Instagram. Le lendemain, j'ai refait une purge en pensant que je l'avais mal faite, puisque c'est un système un peu à la con, il peut y avoir des bulles d'air, il y a certains tuyaux qui sont plus hauts que le vase d'expansion, etc. Donc je refais une purge proprement. Ça chauffe encore. Donc je la ramène, je redémonte toute la face avant, je regarde ce qui va pas, j'ai tout bien fait, je commence à me dire que peut-être la pompe à eau a un défaut. Ça peut arriver, un défaut d'origine, qu'elle est mal scellée, j'en sais rien. Je suis en train de me dire que je vais tout redémonter encore une fois. J'ai un abonné qui m'envoie sur Instagram une photo de la baie moteur de cette voiture avec un tuyau que je vous mets à l'écran, là, un tuyau qui part du vase d'expansion et qui va en haut du bloc. Donc je me dis, ah ben voilà, moi j'ai un bouchon. C'est pour ça que ça marche pas. Et je mets une belle durite tressée, un truc propre et tout, j'ai pris le temps de faire un truc vraiment bien. Et je la fais chauffer à l'arrêt, elle chauffe pas, je me dis, bon ben problème réglé, je pars avec la voiture, ça chauffe encore. Vu que j'étais parti un peu plus loin avec la voiture, je m'arrête au bord de la route et je vais devant la voiture. Et là, elle souffle à mort, j'entends le spal qui souffle, mais comme si la voiture allait crever. Et je me rends compte que je sens la chaleur qui vient de taper sur mes tibias. Putain, mais attends, le spal, il est censé être aspirant et pas soufflant. Je reviens au garage, je démonte. J'avais pris des photos pendant le démontage que je n'ai pas regardé. J'ai branché les spals à l'envers. Je les remets à l'endroit. Problème terminé. Hors caméra, encore une fois, vu que je veux faire les choses rapidement, vu que c'est mon délit, je vais recharger la clim. Donc je change la bouteille déshydratante, qui était d'ailleurs pas bonne. Je ne l'ai pas pris sur internet, je l'ai pris directement en boutique et le trou n'était pas assez gros. Donc j'ai repercé la bouteille, j'ai tout refait. Ça fonctionne, nickel. Il y a pratiquement 1 litre de gaz dedans. Je pars, elle refroidit, mais un frigo. Un frigo, je me dis ça y est, j'ai trouvé le délit parfait, nickel. Là où j'ai fait la recharge de gaz, le mec il m'envoie un message, il me dit « Ouais Nico, je pense que tu as une fuite, il y a une trace de traceur, parce qu'il a mis du traceur dedans pour voir s'il y avait une fuite. » Il me dit ça, 20 minutes plus tard, plus de clim. Fait chier, c'est pas grave, ça se répare, c'est peut-être un joint qui est mort, tout ça, machin. Et là ce matin, le week-end est passé, je la ramène sur le pont, avant de récupérer le slipper demain, et je regarde la clim. Psh, pleine à craquer. Je mets la clim dans la voiture, ça refonctionne. Est-ce que je commence à regretter? Absolument pas, parce qu'elle est géniale, vraiment géniale. Est-ce que je me suis tiré une balle dans le pied? Forcément. Vous êtes sur la chaîne de Bordel. Opération guerre des mauvaises masses. Ça fait quelques jours maintenant que je roule avec. J'ai pas encore filmé de roulage pour la vidéo, mais on le fera très bientôt, vous inquiétez pas. Le problème, c'est que y a rien qui va niveau électricité. Le tableau de bord fonctionne une fois sur deux. Il y a des voyants qui s'allument pour n'importe quelle raison. Elle me dit qu'elle a chaud alors qu'elle n'a pas chaud, etc. Et un problème qu'on m'a souvent remonté sur Instagram au niveau de cette voiture, c'est les problèmes de masse. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est repérer toutes les masses, que ce soit du moteur, que ce soit de toute la partie électrique, comme celle-là. Je ne sais pas si on les verra bien. Il y en a partout. Il y en a encore ici. Il y en a derrière le phare là-bas. Peut-être pour ça aussi que le phare ne fonctionne pas. Enfin bon, on va tout vérifier aujourd'hui, toutes les masses, et aller rouler, voir si ça a réglé les problèmes. Pour vous dire, la clim fonctionne une fois sur deux. Elle s'allume, elle s'éteint. J'entends des relais claquer dans la voiture, mais H24. Donc on va virer la boîte à air, on va s'occuper de tous ces relais-là, on va s'occuper des relais moteurs. J'ai un doute, je ne sais pas si j'avais vu une tresse de la boîte au châssis. Donc est-ce que c'est un truc qui n'a pas été remis par l'ancien propriétaire? Enfin celui d'avant, pas celui à qui j'ai acheté la voiture.
C'est ce qu'on va voir. Donc, guerre des masses aujourd'hui. Et peut-être que ça réglera le problème aussi des feux de croisement parce que j'en ai pas. Voilà. J'ai remarqué aussi 2-3 trucs qui vont pas, comme des trous à l'accélération, tout ça. Donc on en profitera pour faire les bougies, histoire de voir si ça règle un peu les problèmes. Mais les problèmes de masse peuvent aussi générer des micro-coupures d'allumage, des trucs comme ça. Donc peut-être qu'en faisant les bougies et en trouvant tous les problèmes de masse, on n'aura plus ces problèmes. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Démontage de la boîte à air. Donc ça, c'est des vis où il faut appuyer dessus et faire un quart de tour. C'est hyper pratique. Et on peut tout retirer. Hop. Le filtre a l'air totalement neuf. Parfait. Voilà. Hop, on y verra plus clair et on pourra nettoyer en même temps. Donc là, on les voit mieux, ces fameuses masses, tout le long là. On va toutes les démonter, les nettoyer une par une. Refaire les contacts, il y en a aussi ici, donc il faudra peut-être que je retire encore une fois le pare-choc pour toutes les voir bien comme il faut. Mais je pense que ça lui fera beaucoup de bien d'avoir un gros nettoyage. Donc là déjà on a 2 masses qui vont à la batterie, qu'on va vérifier tout de suite. Je vois qu'il y en a une qui part en dessous là, qui doit aller je suppose au châssis. Elle va sur la boîte, j'ai l'impression. Ouais, elle va sur la boîte à ce niveau-là. C'est assez sombre, donc je sais pas si on le verra, mais on va nettoyer également. Hyper pratique ce petit cliquet là. Einel. Oh. J'aimerais retirer en même temps le plastique là pour pouvoir nettoyer dessous. Il va falloir que je réenlève lui là. Ok. Voilà. Et lui normalement. Il faut retirer ça aussi. Ah oui, il y a une vis là-bas. Ok. Donc la boîte à fusibles, je peux la mettre de côté. Et lui, pourquoi il tient encore? Ok, il y a une vis qui est cachée derrière, je l'avais pas vu. Est-ce que tu viens maintenant? Oui, il vient. On y voit plus clair, au moins on voit tout le circuit de masse là. Il y a des trucs partout, mais vraiment partout. Bon, on va commencer par un petit coup d'aspi. Je vais utiliser le dégraissant professionnel là pour enlever toute la graisse partout. J'utilise celui qui attaque le moins, on sait jamais, c'est des trucs qui craignent un peu. Mais au moins, on y voit plus clair. Voilà. Allez, on laisse agir un petit peu. Je vais venir enlever avec un chiffon, j'ai pas envie de sortir le Karcher dans le garage. Voilà. Ça marche super bien. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Hop. Je vous cache pas qu'un jour, je vais sortir le moteur. Je vais le sortir complet. Et là, c'est juste pour vite en profiter. Mais on va dire que quand l'été sera passé, que j'aurai un peu de temps, je vais sortir le moteur parce que je vais recevoir sûrement une machine. Je peux pas vous en parler maintenant parce que rien n'est sûr. Mais je vais recevoir une machine qui va vous faire kiffer. Mais vraiment, un truc que tous les mecs rêvent d'avoir. Qu'on a tous vu passer sur les réseaux. Et si ça se concrétise vraiment, on va se régaler. Allez, commençons par le plus simple. On va refaire tous les contacts de toutes les vis qui ont été oxydées. Je vais pas toutes les faire en filmant parce que c'est pas intéressant, mais je vais vous montrer comment je vais me prendre. Donc à chacune des masses, je vais venir prendre du papier à poncer comme ça là. Et je vais venir refaire le contact, même si là je vois que c'est propre. Je vais y rajouter du nettoyant contact, on ne sait jamais. Voilà, on y est, autant essayer d'optimiser au maximum. Donc là on va dire que c'est propre. Et de ce côté là, côté carrosserie, pareil. Voilà, histoire d'être sûr que le contact s'est fait parfaitement. Donc là on voit qu'elle était bien oxydée, je sais pas si on verra bien la caméra. Mais oui, elle était bien oxydée, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-unes qui ne soient pas au top. On va bien remettre la vis en place. Et je vais faire exactement cette opération sur toutes les masses que je trouverai. Donc
c'est pas très intéressant, je vais vous passer ça. Et on fera un résumé de toutes celles que j'ai trouvées à la fin. À tout à l'heure. J'ai absolument testé toutes les prises, toutes les masses, tous les relais, absolument tout. Toutes les prises que j'ai pu croiser, je les ai débranchées. J'ai mis du nettoyant contact à l'intérieur. J'ai vérifié que les fils étaient bien enclenchés dans les prises. J'ai regardé si elles étaient oxydées, etc. J'y ai passé des heures, je pourrais même pas vous dire combien. J'ai refait pas mal d'endroits du faisceau, j'ai vérifié beaucoup de capteurs. J'en ai profité pour changer les bougies. Et j'en ai profité pour installer aussi un régulateur de pression neuf. Voilà, 3 barres Bosch d'origine. Ça ne peut que lui faire du bien. Maintenant, il est temps d'aller rouler. Aujourd'hui, premier test routier avec vous, j'ai fait pas mal de choses sur la voiture. Donc maintenant, j'ai plus peur de tomber en panne avec vous. Le but était d'avoir un délit fiable le plus rapidement possible. Depuis les dernières séquences, les seules choses que j'ai fait hors caméra, c'est monter des bougies neuves. Et j'ai changé les régulateurs de pression d'essence parce que je trouvais qu'il y avait des trous à l'accélération. Ça n'a pas vraiment réglé le problème, mais je trouve qu'elle marche mieux dans les tours. Donc il devait être un peu fatigué. J'ai mis un Bosch 3 barres comme d'origine. Et là ici, dans ce sac, il y a des injecteurs 335 cc. Voilà, donc c'est pour le futur passage à l'éthanol qu'on fera ensemble bien évidemment. Et là, on part du charmant village de Velleron. On est actuellement sur le parking alias terrain de boule du village. Et on va prendre le chemin pour aller vers mon garage. Donc direction Avignon. Et on va voir un peu le confort incroyable de cette voiture. Donc il faut savoir un truc, c'est que quand je filme en POV comme ça dans les voitures, vu que la caméra est plus haute que ma tête, je suis obligé de descendre très bas. Du coup je vois moins bien la route que quand je roule pour moi, quoi. Donc c'est un peu compliqué, j'ai l'impression d'être un nain dans la voiture. Vous le verrez pas, mais voilà, moi je vois beaucoup moins bien la route que vous au final. Donc là tout fonctionne maintenant. La clim, parfaitement, elle fonctionne. Pourquoi elle ne fonctionnait pas, je vais vous expliquer, c'était très con. Il y avait bien sûr plein de problèmes de masse que j'ai réglés. Donc là, j'ai plus d'interférences, j'ai plus de problèmes électroniques, on va dire, qui s'allument partout. Mais la clim coupait pour une seule raison. J'avais un problème au niveau du niveau de liquide de refroidissement. Donc j'ai bougé un peu le capteur, j'ai nettoyé la prise et j'ai remis un peu de liquide de refroidissement dans le doute. Et là, j'ai plus de problème de niveau de liquide de refroidissement. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand ce voyant d'alerte s'allumait au tableau de bord pour me dire qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement, la voiture se mettait en sécurité. Donc elle coupait automatiquement la clim, vu que la clim fait forcer le moteur un peu plus que d'habitude. Ça crée plus de calories, donc plus de chaleur. Donc la voiture se mettait en sécurité et plus de clim. Donc là maintenant, j'ai la clim automatique qui fonctionne parfaitement, mais vraiment, je la mets à 21 degrés. Il fait déjà froid. Voilà, là il est 8h10 parce que mon petit écran ici refonctionne. Il est 8h10, il fait 24 degrés, donc ça va, il fait pas encore trop chaud. Mais croyez-moi, en pleine journée, quand il fait 40, je suis très content d'avoir la clim. Et si je la mets à 15 degrés, c'est trop froid. Ça me rappelle quand je suis parti à Dubaï avec ma famille pendant une semaine. Dans les voitures, il n'y a pas de chauffage, il n'y a que la clim. Et vous rentrez, c'est un glaçon. Je retrouve cette sensation dans la XM. La clim, c'est très bien, mais ça n'intéresse pas tout le monde parce qu'on n'en a pas tous autant besoin que dans le sud. Mais là, écoutez, regardez ça. Je sais que vous ressentirez pas la même chose que moi. Non seulement c'est bien insonorisé pour une voiture de cette époque-là, mais c'est des routes qui sont pas neuves, c'est des routes qui sont assez vieilles. Et les trous, voilà. Vous savez, la sensation quand vous roulez sur une route qui vient d'être faite, les routes neuves, vous voyez, quand vous avez l'impression de rouler sur un nuage, avec cette voiture, c'est tout le temps ça. Tout le temps. Hop, une bosse. Voilà. Je ne l'ai pas senti, quoi. Quand il y a beaucoup de trous ou des très gros dodanes, vous le sentez, c'est quand même, c'est pas infaillible, hein, mais les défauts de la route, vous ne les sentez pas. Et d'ailleurs, il y avait des fuites au niveau du circuit hydraulique que j'ai réglé. C'était juste des durites qui étaient vieilles, des durites en plastique qui ont durci, je les ai changées. Et là maintenant, le système de LHM ne fuit plus pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à réparer parce que le fait de la montée, de la descente, ça déconne un peu. Des fois, je monte la voiture pour passer des grosses bosses, elle ne redescend pas. Des fois, je la descends et je la remonte, il n'y a que l'arrière qui remonte et pas l'avant. Donc, il y a encore des problèmes à régler à ce niveau-là. Mais écoutez, waouh! Non seulement elle ne consomme pas par rapport à la CLK, j'ai l'impression que ça fait une plombe que je suis pas allé à la pompe à essence. Pendant 2 semaines, je suis pas allé voir la pompe à essence, c'est incroyable. Et elle est à l'essence, elle n'est pas encore à l'éthanol, donc certes, je consommerai un peu plus avec l'éthanol, mais franchement,
J'ai l'impression de rouler gratuit par rapport à la CLK, quoi. À part ça, les problèmes majeurs à régler encore sont le compteur de vitesse qui fonctionne toujours pas. Donc avec tout ce que j'ai réparé électroniquement, il me reste que le Neumann qui pourrait être en cause, mais il chauffe pas, rien du tout. J'ai regardé un peu sur les forums, j'ai regardé sur la revue technique, tout ça. Quand il déconne, il est censé chauffer et les mecs rajoutent un relais de force derrière, en fait, avant le Neumann pour éviter d'envoyer toute la puissance au Neumann. Moi, j'ai pas l'impression que le problème vienne d'ici. Je pense plus que c'est l'entraîneur de compteur qui déconne ou le compteur directement. Donc, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je me suis habitué au compte tour. Je sais à peu près à quelle vitesse je suis par rapport au tour minute. Et l'autre problème qu'on va régler aujourd'hui, c'est ce problème de phare. Une fois qu'on aura réglé ce problème, je vous présenterai le reste des produits que je ne vous ai pas montré de WD-40 parce qu'ils font beaucoup de produits différents. Il y a pas mal de produits pour les motos aussi dans la gamme spécialiste que j'aimerais bien vous présenter. On va pas passer 30 ans à vous expliquer tous les produits, mais au moins vous voyez un peu tout ce qui se fait chez eux. Et après, on terminera cette vidéo avec un grand succès et pas de malédiction pour une fois. C'est une super bagnole, vraiment c'est une super bagnole. Elle est sous-cotée à mort. Elle fait peur à beaucoup de monde parce que elle souffre de beaucoup de soucis. Mais quand ça fonctionne, oh! En plus j'ai mis ma petite radio là, donc je vais pas mettre la musique parce que droit d'auteur. Mais je me cale avec ma musique, je mets mon siège à la bonne hauteur, sans la caméra, et je suis bien. Et encore, je vous dis, je compte isoler encore les portes, isoler comme j'ai pu faire sur le Trailblazer, je veux faire la même chose ici. Je veux tout isoler pour être dans un cocon et mettre du son, du vrai son dans la bagnole. Vraiment avoir un délit parfait. Et c'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes de cette voiture. Ils n'arriveront pas de suite, je prendrai le temps de le faire, c'est mon délit, c'est pas un projet. On va plutôt se concentrer sur la 205 et sur les autres choses qui arrivent, la 301, etc. Il faut qu'on s'occupe du V8 de la 301. Allez, petite accélération en troisième, on est à 3000 tours. Ça marche bien. Bon, vous n'avez pas la vitesse du coup parce que le compteur ne fonctionne pas, et tant mieux. Ça marche bien. C'est très raisonnable pour 150 chevaux, je trouve. Le turbo charge très tôt et arrête de charger au bout d'un moment. On sent qu'il charge que pendant peut-être, je dirais, 3000 tours, un peu moins de 3000 tours à 5000 et quelques, quoi. Après, je m'amuse pas trop à lui tirer dans la gueule parce qu'elle a quand même pas mal de kilomètres et il y a encore pas mal de petits trucs à faire mécaniquement parlant. Mais ça suffit largement. Il y a un peu des trous à l'accélération. Je soupçonne peut-être les injecteurs qui sont un peu encrassés ou je sais pas. Peut-être qu'elle tourne un peu pauvre à cause de ça. Et on verra si ça règle le problème en passant à l'éthanol. Et sachant que l'éthanol, on va faire les injecteurs. Le régulateur, je l'ai déjà fait. À 3 bars à 335 cc, ça suffira. Et je vais faire modifier le calculateur pour mettre un EPROM dessus amovible. Et débloquer 2-3 petites conneries. Sur le calculateur, histoire de pouvoir augmenter un peu le débit d'essence et compenser pour l'éthanol. Et avec des injecteurs qui ont été vérifiés, appairés, etc., neufs, je pense qu'il y aura plus de problèmes de trous à l'accélération, tout ça. Après, je soupçonne aussi un peu le turbo qui est un peu vieux. Je vous mets une photo à l'écran, il est un peu rouillasse, quoi. Donc, pareil, j'ai trouvé un mec qui les reconditionne. Donc est-ce qu'on reconditionne ce turbo ou alors est-ce que je fais un échange standard ou alors on met encore un autre turbo si plus tard je mets une gestion par exemple sur la voiture, ce qui est envisageable. Enfin bon, on va pas parler de tout ça maintenant. Pour l'instant, c'est juste un petit délit sympa. Rendez-vous au garage. Bon, après avoir démonté l'intégralité de la voiture, tous les relais, tous les fusibles, vraiment tout, j'ai enfin trouvé le problème. Je vous mets ça à l'écran. Voilà d'où venait le problème. Ici, vous avez un fil vert qui était sorti de la prise. Voilà, ça a été démonté 1 milliard de fois, donc forcément c'était pas bon. Et là maintenant, il y a un mélange de LED et de... Voilà, mais ça fonctionne, putain. Beaucoup de personnes m'ont dit sur Instagram, c'est peut-être le Komodo. C'est ce que j'ai vérifié en dernier. Et c'était pas le Komodo, c'était un fil qui était derrière. Je pense que ça a été trafiqué 1 milliard de fois. Il y a des fils partout, du scotch partout. Ça a dû être tiré et ça fonctionnait plus. Problème réglé. Il y a des phares. J'en ai profité pour changer les ampoules aussi des feux arrière. Il y en avait 2 de grillés, donc tout fonctionne, feu de recul, etc. Je suis content. J'ai réussi en très peu de temps à rendre cette voiture vraiment très cool en daily. En plus, la conso est tellement faible par rapport à la CLK que je sais même plus quand je suis allé à la pompe la dernière fois. Vraiment, j'y allais tous les 4-5 jours avec la CLK et là, ça fait 2 semaines que j'y suis pas allé. Incroyable.
Pour beaucoup, ça paraît normal, mais pour moi, c'est incroyable. Je voulais encore une fois vous parler du sponsor de la vidéo, WD-40. Je tiens à en parler encore une fois parce qu'il faut faire la différence entre la gamme WD-40 classique que vous connaissez tous, que vous avez tous chez vous, qui va convenir essentiellement aux particuliers, aussi aux professionnels. Mais WD-40 a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme spécialiste et qui va être vraiment axée sur des professionnels d'un certain milieu, etc. Par exemple, c'est vraiment une gamme qui est axée sur les spécialistes de la moto, de l'auto, du vélo ou bien plus encore. Dans la vidéo, j'ai utilisé seulement quelques produits, mais je vais en profiter, vous montrer un peu tout ce qu'ils font à côté dans cette gamme spécialiste. Il y en a beaucoup, donc j'ai pas pu tout mettre sur la voiture, mais ici vous avez une gamme qui est axée moto, par exemple lustreur silicone moto, graisse de chaîne pour les motos, nettoyant frein pour la moto, cire et polish moto, nettoyant chaîne moto. Donc vous avez le nettoyant et la graisse pour chaîne. Ici vous avez un dégraissant pour les vélos. Voilà, donc quand je vous disais qu'il y a aussi des produits spécifiques pour les vélos, c'est le cas. Vous avez de la graisse haute performance, du nettoyant pour les serrures, du lubrifiant sec, lubrifiant au silicone, graisse blanche, super déripant, le grand classique pour moi. L'huile de coupe que j'ai utilisée dans cette vidéo mais que j'ai oublié de vous montrer tout simplement. Mais ça c'est indispensable si vous voulez préserver vos forêts. C'est vraiment un incontournable également. Ici vous avez de la graisse en spray, longue durée. Vous avez dégraissant multi-usage que j'ai utilisé dans la vidéo. Rappelez-vous, j'ai utilisé celui-là pour les endroits un peu sensibles où il peut y avoir de l'aluminium, tout ça, et celui-là est plus puissant. Le nettoyant contact qui est ici, que j'ai énormément utilisé dans toutes les prises de la voiture, les masses, etc. Donc j'en m'en suis énormément servi pour cette voiture. Et ici, on a de la graisse haute performance, voilà, que vous pouvez utiliser pour des roulements, etc. Il y a plein d'utilisations. Nettoyant complet pour moto et nettoyant pour vélo. Je ne vais pas vous expliquer en détail à quoi servent tous ces produits, je vous mets directement toutes les informations dans la description. Vous aurez directement leur site internet avec les explications par produit, de leur utilisation, etc. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir bossé avec WD-40 pour cette vidéo. Encore une fois, c'est un honneur parce que ça fait des années que j'utilise leurs produits et ça fait plaisir qu'une marque comme celle-là me fasse confiance. Voilà pour la marque WD-40, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture en commentaire, de vous abonner bien sûr si vous êtes nouveau, ça me fait plaisir et ça m'aide. Nous on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de mes projets, le slipper de guerre, la 301, etc. Et je vais profiter de mon côté de prendre 2-3 jours de vacances pour me détendre un petit peu. Merci encore une fois à tous pour votre soutien et à la prochaine.